Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux. Participation donc du chef de l'État dans le deuxième sommet extraordinaire de l'IGAD qui s'est tenu à Addis Abeba hier. Les préparatifs pour la célébration donc, du 41e anniversaire de l'indépendance. Dans l'Afrique du Sud, le système de santé publique donc a été lancé. Bonsoir à tous. Nous entamons cette édition avec cette information portant sur la participation du chef de l'État à un sommet des pays membres de l'IGAD spécialement consacré à la crise sud-soudanaise. Et le chef de l'État donc qui a regagné la capitale hier soir après avoir participé au 32e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD concernant le Sud-Soudan qui s'est tenu dans la capitale éthiopienne. À Addis Abeba, le numéro 1 djiboutien a été accueilli donc par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, avec qui d'ailleurs il a eu un premier entretien dans les locaux de l'aéroport. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont eu lieu. Donc ce 32e sommet donc extraordinaire qui s'est tenu à Addis Abeba, ce sommet extraordinaire d'un jour donc de l'IGAD sur le Sud-Soudan a vu la participation du président de la République Ismaël Omar Guelleh à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement de la région. Ce sommet a été présidé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali qui a dans son discours indiqué donc que le moment est venu de mettre fin au conflit donc et de se tourner vers l'intégration régionale et la nécessité de faire donc accepter l'arrêt des conflits par les deux principaux protagonistes de la crise sud-soudanaise, en l'occurrence le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, constitue l'objectif donc le plus important visé par ce sommet de l'IGAD, la guerre donc fratricide qui règne en maître absolu. Donc au Soudan du Sud, des sources effroyables de ce pays s'ajoute un lot tout aussi macabre de détresse faite de famine, de dysenterie et autres maladies ravageuses. Au spectacle insoutenable donc de victimes, de blessés et de déplacés dans la population civile donc de ce pays s'ajoute un lot tout aussi macabre et l'économie de ce pays promise un bel avenir donc est-elle aussi en proie à la faillite. C'est sous donc l'effet des hostilités permanentes que le Sud-Soudan ne peut se livrer donc à une exploitation efficiente de ses énormes richesses. Donc l'expertise inégalable qu'elle possède en matière de diligenter des processus de paix et de réconciliation lui vaut donc à Djibouti sans doute les égards qui lui sont donc concédés dans les instances diplomatiques régionales, continentale et internationale. À l'occasion donc de l'approche de la fête nationale djiboutienne prévue pour le 27 juin prochain, le comité exécutif du parti RPP a lancé donc les activités de Djibouti ville propre ce matin dans les différents quartiers de la capitale et les axes routiers principaux tels que l'avenue Cheikh Ahmed, l'avenue Nasser et la place Mahmoud Harbiya. Le Premier ministre, également vice-président du parti, Abdelkader Kamil, a personnellement dirigé le lancement de ces travaux à la place Mahmoud Harbi en présence du secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawalé, des membres du comité exécutif et de la maire de la ville de Djibouti. Cette place est importante pour la lutte pour l'indépendance et c'est aussi le quartier de naissance de nombreux Djiboutiens dont le Premier ministre, les responsables des différents quartiers de la capitale, les représentants des institutions militaires dans les gardes-côtes et la société civile ont participé au lancement de ces activités. Et les membres du comité exécutif du RPP, dont le secrétaire général Ilyas Moussa Dawalé et Hassan Omar, sont intervenus lors du lancement des activités ville propre pour lancer un appel à l'ensemble de la population djiboutienne. Et prenant la parole à son tour, le Premier ministre et vice-président du parti Abdelkader Kamil a été donc émotif pour le lancement du programme Djibouti ville propre à la place Mahmoud Harbi, un quartier où il a passé toute son enfance. Il a précisé que la propreté de la capitale concernait l'ensemble de la population djiboutienne qui doit apporter sa participation ainsi que les différentes institutions. Les militants du parti seront tous mobilisés, a-t-il dit, pour participer aux efforts afin que la ville retrouve toute sa splendeur. Il a demandé à la population des quartiers de participer aux efforts du programme donc Djibouti ville propre pour célébrer dignement le 41e anniversaire de l'indépendance qui sera un moment de souvenir pour se rappeler notamment de tous les sacrifices consentis par les compatriotes djiboutiens. Il a aussi donc ajouté que le RPP va continuer ses efforts pour améliorer l'environnement de la capitale même après les fêtes de l'indépendance. Les jeunes militants du RPP sont déjà volontaires, a-t-il dit, pour participer à ces efforts et à profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à l'ensemble des Djiboutiens.
Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a clôturé donc au Palais du Peuple les travaux de l'atelier de formation sur la mise en œuvre de la Convention de sauvegarde de notre patrimoine culturel immatériel. Cet atelier intervient après la réussite de la mission conduite par le ministre à Paris lors de la tenue de la 7e Assemblée générale de la Convention de 2003 et l'élection de notre pays membre du comité intergouvernemental de l'UNESCO. Les travaux de cet atelier ont été animés par la conseillère régionale du bureau, le consultant international. Le programme comprenait les différents aspects du patrimoine immatériel. Et cette cérémonie a vu la participation des hauts responsables du ministère de la Culture. Et les participants ont félicité donc le ministre pour cette initiative louable. Les participants ont également félicité en formulant des recommandations qui serviront de repères pour aiguiller l'action culturelle et concrétiser les objectifs de la dite convention. Et prenant la parole, le ministre a tout d'abord félicité les participants pour leur intérêt qu'ils ont donc accordé au programme de la formation sur la Convention. Il a salué l'implication personnelle de l'expert international Mohamed Lamine et qui n'ont pas donc ménagé ses efforts quant à l'exploration de l'étendue du champ d'action de la Convention et les résultats attendus. Il a également exhorté les acteurs parties prenantes et représentants de mettre à profit des connaissances acquises dans l'intérêt général du patrimoine culturel immatériel djiboutien. Et à présent, je vous propose de suivre les interventions des différents responsables qui étaient présents à cette cérémonie. Je suis très content d'avoir participé à la réalisation de cet atelier qui est très important pour votre pays et pour vos communautés. Il s'agit essentiellement de mettre en valeur le patrimoine immatériel de la société, des communautés de votre pays et de faire prendre conscience que le patrimoine matériel est lié aux personnes. Donc si les personnes sont mobilisées et sensibilisées, vous allez avoir la possibilité de bien sauvegarder le patrimoine de votre pays qui est la fierté de vos citoyens. Je vous remercie encore de l'accueil très chaleureux. Et je suis très content, je ne suis pas dépaysé, je viens de la Mauritanie, donc je suis chez moi. Également dans l'actualité, nous sommes aujourd'hui à J-4 du 41e anniversaire de l'indépendance. Dans notre chronique consacrée aux dates de lutte pour cette indépendance, nous allons jeter un regard sur les effets du cycle de répression lancé par les autorités coloniales françaises. L'effet donc à long terme se solde par un résultat négatif. En effet, contrairement aux espoirs du colonisateur qui espérait étouffer ainsi les aspirations de liberté et d'indépendance, c'est le contraire qui s'est produit. Quelle sera la réponse du peuple djiboutien et des politiques à ce règne de la terreur? C'est le thème de notre rubrique d'aujourd'hui sur cette marche vers la libération du pays. Et durant ce long chemin, le décès de Mahmoud Harbi, survenu en exil dans un accident d'avion, ne brisera pas le mouvement. Désormais, principalement, deux politiques vont faire leur cours, celle de la lutte armée prônée par le FLCS créé par Adel Roble Awale et basé en Somalie, et le vaste mouvement politique LPAI mené par Hassan Gouled Abdidon et Ahmed Dini, et qui va réussir à rallier en son sein toutes les tendances politiques et briser le clivage politico-ethnique de la vie politique de l'époque et triompher de la colonisation. Deux politiques donc complémentaires et qui vont porter leurs fruits. Aujourd'hui, flashback sur les actions du FLCS. À la terreur, il faut répondre par la terreur. Ce qui semble être en tout cas la doctrine du FLCS au début des années 70. Et le Front de libération de la côte de Somalie lance ses premières opérations le 6 mai 1968 qui ont pour objectif de déstabiliser les partisans de la colonisation. Il s'agit du premier attentat politique dans le pays et visait un haut responsable de l'État et partisan de la colonisation qui en est sorti indemne. Les auteurs de l'attentat, au nombre de 4, sont arrêtés. 2 d'entre eux sont emprisonnés en France, alors que les 2 autres sont envoyés dans la maison d'arrêt de Tadjoura, où ils organisent leur évasion en prenant en otage, le 7 avril 1971, le commandant du cercle de Tadjoura, préfet de l'époque, pour traverser le pays jusqu'à Loy Adda et rejoindre le FLCS en Somalie. L'une des actions la plus rétentissantes du FLCS fut la prise d'otage d'un bus scolaire de l'armée française à Loy Adda. Un commando du FLCS détourne un bus scolaire et le conduit jusqu'à la frontière de Loy Adda. Le car sera stationné dans le No Man's Land, après quoi le FLCS va présenter ses revendications. Mais après 48 heures, l'assaut sera donné par les forces coloniales, ce qui se soldera par de nombreuses victimes.
Ces actions auront eu le mérite de démontrer, en tout cas aux forces d'occupation coloniale et à leurs partisans, que le peuple djiboutien comptait en son sein des hommes et des femmes prêts à se sacrifier pour leur pays, leur dignité et surtout leur volonté de vivre libre et souverain. Leurs sacrifices n'ont pas été vains, nous leur sommes redevables à tout jamais. Et à l'occasion donc de la célébration de la fête de l'indépendance, la radio-télévision de Djibouti a organisé hier soir des émissions en direct dans le cadre donc du 41e anniversaire, une soirée d'animation consacrée à l'indépendance du pays. La première de ces émissions a été diffusée à partir de la place Lagarde, en face de l'Assemblée nationale, au lieu de l'histoire de la libération de notre pays. En effet, c'est sur cette place que nombreux de nos concitoyens sont tombés sous les balles des colons pour avoir affiché leur ferme volonté d'indépendance. C'est là également que fut proclamé le 27 juin 1977 à 0h l'indépendance du pays par feu Ahmadine Ahmed. C'est devenu également après l'indépendance un lieu qui affiche la prospérité de notre pays, autrement dit la place financière où sont regroupées la quasi-totalité des banques de notre pays. Durant cette semaine donc, outre les rubriques de nos journaux télévisés, des émissions similaires vous seront présentées. Une soirée donc animée par Mohamed Daher et Youssouf Hamadou. Santé à présent, dans le cadre du lancement des opérations de nouveaux ports de Tadjoura, les autorités des ports de Djibouti ont réceptionné ce matin donc un nouveau remorqueur dans l'enceinte du port de Djibouti. Le nouveau remorqueur donc du nom de l'ancien Premier ministre Feu Barkhad Goulat Hamadou sera affecté en permanence au port de Tadjoura où le premier bateau est attendu le 25 juin prochain. D'une longueur de plus de 24 mètres et d'une capacité de puissance de traction allant jusqu'à 68,7 tonnes, le nouveau remorqueur permettra aux navires marchands et autres bateaux d'accoster au nouveau port de Tadjoura. Il a été construit en Hollande suite à un contrat avec notre pays et la société hollandaise en 2017. Le nouveau remorqueur destiné donc à Tadjoura est doté de technologies modernes et offre tous les conforts de travail de déchargement des bateaux entrant donc au nouveau port de Tadjoura. Et santé donc pour clore l'actualité nationale, à l'instar de Dora, la sous-préfecture d'Adaïlou a également abrité la caravane médicale et chirurgicale donc, dont le coup d'envoi a été donné mardi dernier par le ministre de la Santé. Il s'agit en effet de deux équipes de la caravane qui séjourneront dans les sous-préfectures de Dora et Adaïlou à compter du 19 juin jusqu'au 25 juin prochain. Conduite sous la houlette du directeur des régions sanitaires, un important contingent de la caravane médico-chirurgicale constitué d'une cinquantaine de médecins spécialistes et de techniciens de santé a quitté donc lundi matin le ministère de la Santé en direction des deux localités suscitées. Et durant plus d'une semaine, cette mission s'établira à Adaïlou pour permettre à l'ensemble de la population vivant dans les zones rurales de recevoir gracieusement des soins et des prestations spécialisées telles que l'ophtalmologie, la stomatologie, l'ORL, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie, la gastro-entérologie, la pneumologie ou encore la dermatologie. Avec cette nouvelle édition 2018 pour les régions du Nord, les deux équipes de la caravane médicale donc, vont pour ainsi dire débuter leurs activités en s'installant en installant leur bivouac dans ces deux localités, notant au passage que le convoi de la caravane transportait également de très nombreux équipements et de matériel technique adéquat ainsi qu'une provision de médicaments en quantité suffisante pour couvrir les besoins durant cette mission médicale. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Hussein Aoulet. Bonsoir Hussein. Bonsoir, merci. Alors nous allons d'abord rester en Afrique du Sud notamment, qui lance une réforme drastique de son système de santé. Oui, effectivement, donc Ahmed, l'Afrique du Sud a dévoilé donc hier un projet d'assurance maladie universelle destiné à améliorer l'accès de sa population la plus pauvre à des soins de qualité dans un des pays les plus inégalitaires au monde. Cette assurance médicale nationale ainsi qu'elle a été donc baptisée sera financée par les cotisations patronales et salariales et doit être opérationnelle d'ici 2026. Le nouveau système doit réduire les fossés entre le Sud-Africain le plus riche qui ont accès à une excellente médecine privée et les pauvres qui dépendent souvent d'établissements publics mal équipés et en sous-effectif, a expliqué le ministre de la Santé sud-africain lors d'une conférence de presse à Pretoria.
Et nous allons parler de la crise des migrants. Donc, pas de solution à attendre au sommet de l'Union européenne, selon Angela Merkel. Oui, effectivement, donc, la chancelière allemande Angela Merkel a expliqué donc aujourd'hui qu'il puisse y avoir donc une solution européenne sur les migrants au sommet de l'Union européenne du 28 et 29 juin prochain, dont dépend largement sa survie politique. Les différents pays européens restent profondément divisés sur la question. Elle a insisté donc du coup sur la nécessité de trouver plutôt des accords donc bilatéraux, trilatéraux et multilatéraux lors d'un mini-sommet séparé consacré à cette question. Donc la chancelière pense en particulier à des pays comme l'Italie, la Grèce ou encore la Bulgarie qui, du fait de leur situation géographique, portent depuis des années le plus lourd fardeau en matière d'accueil des migrants. Et dans l'actualité internationale également, c'est à Shenzhen, notamment en Chine, ancien port de pêche, symbole du miracle économique chinois. Oui, effectivement, donc Ahmed et le Premier ministre français Édouard Philippe donc s'est rendu aujourd'hui à Shenzhen donc pour la première étape de sa visite de 4 jours en Chine. Shenzhen est aujourd'hui l'une des villes les plus riches de Chine. Les capitaux étrangers y coulent de à flot et chaque semaine de nouvelles entreprises s'y installent. De tous les mégalopoles de l'empire du millier, c'est celle qui incarne le miracle économique chinois. Avec ses 15 millions d'habitants, Shenzhen, situé dans le sud-est de la Chine, est la capitale des start-up, des nouvelles technologies, de l'innovation et du design. Aujourd'hui, elle est la première ville du pays en termes de PIB et sa croissance à 2 chiffres ont fait la locomotive du développement fulgurant de ce pays continent. Il y a moins de 40 ans, pourtant, Shenzhen n'était qu'un petit village de pêcheurs isolé au milieu d'une zone pauvre et agricole, le delta donc de la rivière de Perles. Merci Hussein, merci également à vous de nous avoir suivis. Passez tous et toutes une excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés.